bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 17 avril. Voici les titres de votre journal. Nous ouvrirons cette édition avec une initiative de Decathlon Monaco pour la protection de l'environnement. Nous reviendrons sur une double exposition photo à la Maison de France. Et enfin, pour terminer, nous parlerons comme chaque jour du Rolex Monte Carlo Masters avec un reportage consacré aux meilleurs joueurs mondiaux qui s'affrontent pour la bonne cause. Et en fin de journal, Fabien Bonilla recevra son invité de la semaine. Nous débutons ce journal avec une initiative de la part de Decathlon Monaco. L'enseigne sportive a décidé de bannir les bouteilles en plastique à usage unique de ses rayons. Une action forte en faveur de la protection de l'environnement sur laquelle revient Émilie Rousseau. C'est plus qu'un geste symbolique, c'est un geste fort en faveur de notre planète. Depuis mi-mars, Decathlon Monaco a décidé de bannir les bouteilles en plastique à usage unique de son magasin. Cela représente plus de 6000 quantités vendues par an retirées du marché. Sébastien Hucher est à l'origine de ce projet qui a été immédiatement approuvé par sa direction. Il reste fidèle au message de l'enseigne, rendre le sport accessible à tous et ce, de manière durable. Le but, c'est de dire qu'on a la chance dans cette entreprise de pouvoir agir localement, en toute subsidiarité, de prendre des responsabilités qui font sens pour l'entreprise, pour nous. Je ne sais pas si ça sera duplicable ou dupliqué dans d'autres magasins, mais si ça réussit chez nous et qu'il y a un réel impact positif économique, écologique, environnemental, sociétal, ça va donner envie à d'autres très certainement. Et on prouve par là que c'est possible de même prendre des décisions comme ça, c'est possible de le faire localement, on n'a pas besoin d'attendre que ça vienne d'au-dessus de nous. Pour pallier à cette responsabilité prise localement, l'enseigne a décidé de commercialiser une bouteille éco-conçue et réutilisable pendant plusieurs années. Un contenant fabriqué en France. Autre changement dans les rayons, en lieu et place du frigo, l'installation d'une fontaine à eau. Pour aller au bout du geste, on a mis une fontaine d'eau purifiée, filtrée, au même endroit. Et l'eau qui est là, elle est gratuite. Donc même le sportif qui passera en vélo avant sa séance de sport pourra venir remplir gratuitement avec son bidon, avec son contenant. Donc voilà, on a essayé d'apporter un service supplémentaire. Et en plus de ça, cette fontaine sera référencée comme les fontaines d'eau publique sur la Principauté. Donc on espère apporter un impact positif sur notre écosystème avec ce geste. L'action de Sébastien a déjà fait des émules. Relayée par les médias, elle arrive aux oreilles des entreprises et des consommateurs, eux aussi soucieux de l'avenir de notre planète. Je suis très concernée par tout ce qui touche en fait, le bateau et la navigation et la pollution marine, puisque je fais beaucoup de plongée sous-marine. C'est vrai qu'on voit constamment des bouteilles qui flottent, donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me concerne. Et j'utilise des bouteilles plastiques comme tout le monde malheureusement. Hein. J'ai la bouteille plastique dans le sac à main. Voilà, donc elle a trouvé sa remplaçante, donc, en espérant qu'elle fasse le job. Decathlon Monaco n'en est pas à sa première action pour la protection de l'environnement. Le magasin organise régulièrement des run éco-team, ces courses à pied qui incitent les sportifs à nettoyer la nature en ramassant les déchets qu'ils rencontrent pendant leur séance. Avec ce projet zéro plastique, l'enseigne réaffirme son engagement en faveur de notre planète. Une action fraîchement saluée lors de la conférence annuelle pour la transition énergétique en présence du prince Albert II. Un projet qui, on l'espère, permettra de réduire la pollution plastique. En effet, chaque minute, 1 million de bouteilles sont achetées dans le monde. Passons au domaine culturel avec cette double exposition photo noir et blanc à la Maison de France jusqu'au 26 avril. La première propose des clichés tirés de séries de portraits drivers, des pilotes de Formule 1 pris sur le vif, et la deuxième des paysages de Valberg immortalisés à toutes les saisons de l'année. Dominique Poulain vous en dit plus. Après avoir travaillé de nombreuses années à New York, c'est à Monaco que Solange Podel s'installe en 1973 pour devenir la photographe officielle de l'Office du tourisme de la Principauté, à la demande de la princesse Grace. Elle connaît une certaine notoriété par ses portraits de stars. À la Maison de France, ce sont des portraits de pilotes de Formule 1 des années 70 qu'elle expose. Je crois que lorsque j'ai commencé, c'était assez normal de faire noir et blanc, après on a fait couleur, mais c'était plus reportage. Je faisais des reportages à New York. Et donc, c'est facile pour donner, transférer pour la télévision et pour ce qu'ils en faisaient.
Donc ça a été noir et blanc la plupart du temps. Après, j'ai fait des couleurs, mais plus pour moi. Elle photographie les pilotes dans leurs moments d'intimité, au repos entre deux coups de volant, de Jean-Pierre Jabouille, mécontent, au sourire de Carlos Rothman, en passant par René Arnoux ou encore à Patrick Depailler lors de sa pause cigarette. Je les prenais sur le vif. Quelquefois, je pouvais leur demander un peu plus. Mais à l'époque, on pouvait aller dans les stands. Oui. C'est toute la différence. Donc, on pouvait même tourner autour d'eux et attendre qu'ils aient le moment, qu'ils aient envie eux-mêmes. Fallait pas... On n'était pas assignés. Ah, vous n'avez que quelques secondes pour faire la photo. À ce moment-là, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de prendre comme instant. Donc l'instant, j'avais le plaisir de le choisir. Et je pense que ça n'existe plus. Autre exposition au premier étage de la Maison de France, le Sentier planétaire de Valberg, une série de paysages photographiés par Brigitte Dubanchet, une randonnée en 64 photos qui nous invite sur les traces des planètes du système solaire sur le domaine de la station. C'est le Sentier planétaire qui a été fait par la mairie et je le trouvais très sympa. Voilà, donc je suis allé voir Charles-Ange et je lui ai demandé si ça l'intéressait. C'est parti comme ça, tout bête. Vous y allez au printemps, en automne, en hiver, c'est jamais pareil, c'est jamais la même chose. Et c'est dommage de rater ça, non ? Un sentier à parcourir été comme hiver, à pied, en raquette et accessible à tous. Une invitation au voyage en quelque sorte. Et comme chaque jour, direction le Monte Carlo Country Club. Nous sommes en milieu de semaine. Les meilleurs joueurs mondiaux s'affrontent en début de tournoi. Certains pour la bonne cause et dans la bonne humeur. Un reportage de Fabien Bonilla. Nous sommes sur le central, ou plus exactement sur le cours Régnier 3. Stan Wawrinka, Lucas Pouille, David Goffin et Daniil Medvedev composent l'équipe francophone. En face, Karen Khachanov, Stefanos Tsitsipas et Dominic Thiem composent l'équipe du reste du monde. Ces 7 joueurs se sont affrontés avec le sourire et un micro au bout des lèvres. Ils ont fait le show en simple, en double et plus original en triple lors d'un match d'exhibition au profit de la Croix-Rouge monégasque. En quoi c'est important pour la Croix-Rouge tout simplement d'avoir un match comme ça d'exhibition ? Bon, c'est la visibilité, vraiment pour la visibilité de la Croix-Rouge, pour l'image sportive. Vous savez qu'on est impliqué dans pas mal d'événements sportifs sur Monaco, surtout sur le football, le basket et autres, et donc c'est positif, c'est d'image positive. Simple, double, triple, autre originalité. Certains tennisman ont tenté de jouer avec le mauvais bras. Les droitiers ont pris leur raquette de la main gauche et inversement. Et même là, ils auraient pu nous gagner. Même si le résultat n'a aucune importance, c'est l'équipe francophone qui l'a emporté 10-7. C'est important de redonner un peu de notre temps. Pour nous, c'est rien dans une journée de pouvoir passer un petit peu de temps, de donner un peu au public, pour l'association aussi. Dès qu'on peut un peu faire d'autres choses, on a toujours du plaisir. Ouais, c'est pour une bonne cause. En plus, on prend du plaisir, on est tous ensemble, c'est quelque chose de différent. Et comme a dit Stan, si on peut, c'est pas grand-chose, c'est une demi-heure sur la journée entre les entraînements et en plus, il y a du public, donc c'est sympa. Mais au service, ça va pas ? Bon, la première service. Ah non, mais non, trop fort. Pour finir, et toujours pour faire le show, ces champions se sont affrontés au service avec des cibles à toucher, dont la tête de Djokovic. Et peut-être par respect, ils l'ont tous loupé. Nous restons au Monte Carlo Country Club pour y retrouver notre invité de la semaine. Et nous allons forcément parler tennis avec Fabien Bonilla. Et notre invité de la semaine aujourd'hui, Arnaud Di Pasquale, bonjour. Bonjour. Je voudrais que l'on revienne en arrière. Là, vous êtes un ancien joueur de tennis, on le sait. Vous êtes actuellement consultant pour Eurosport. Je voudrais que l'on revienne un peu en arrière. Qu'est-ce qui vous a mis une raquette à la main ? Pourquoi vous êtes mis à faire du tennis ? Alors très simplement, comme beaucoup, mes parents jouaient un petit peu. Et maman fan de tennis ? Ouais, ma mère plutôt. Et puis voilà, je m'y suis essayé tranquillement parce que j'étais plutôt quand même... issu donc de Casablanca au Maroc. Vous êtes né à Casablanca. Voilà, plutôt une famille qui souhaitait aller le week-end surfer. Oui. Donc c'était vraiment les vagues. On pourra en parler après. Avec plaisir. Et donc en fait le tennis, je ne dis pas que c'est venu par hasard parce qu'on y allait de temps en temps. Mais ma mère aimait beaucoup ça, mon père et mes frères un peu moins. Mais ils y sont venus après, mais sur le tard. Et donc voilà, c'est comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, on a splitté. Moi, j'allais au club de tennis le week-end. Il me déposait. J'avais la chance de pouvoir être dans un club magnifique où je pouvais vraiment jouer tout quand je le souhaitais. Mais au mur, simplement, parce que tous les terrains n'étaient pas accessibles quand j'étais tout petit.
Donc, et eux allaient en fait à la plage et me récupéraient finalement le soir. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. De fil en aiguille, j'ai vraiment accroché, j'ai commencé à progresser. On a vu le potentiel, vous avez vu le potentiel dès le départ? Non, c'est arrivé très tard. Honnêtement, vous savez quoi, je jouais vraiment pour le plaisir, mais au sens propre du terme, très longtemps. Mais même dans la philosophie de la famille, c'était un petit peu ça. C'était le sport, c'est pour s'éclater avant tout. J'ai pas été poussé, j'ai été accompagné, mais voilà, mais jusqu'à 12-13 ans, avant d'entrer en sport-études, je jouais 2-3 fois par semaine maximum. Sport-études du côté de Poitiers. Ouais. Et Casablanca, c'est forcément terre battue? C'est que de la terre. Que de la terre battue. Je n'avais jamais joué oui. sur dur avant. C'est votre surface de prédilection? Ouais, complètement. C'est mes racines, c'est la source, c'est donc tous mes repères. Et, enfin, voilà, c'est pour ça que quand on demande à un terrien qui arrive de dur de revenir sur terre, c'est forcément beaucoup plus facile pour lui. Parce que quand vous avez évolué sur cette surface, quand vous avez grandi dessus, il y a forcément des facilités que d'autres n'ont pas. Il y a des joueurs qui vous ont fait rêver. Ouais, quand j'étais plus jeune, alors c'est très étonnant parce que c'est... Kelly Slater, du coup. Ouais, à peu près, c'est ça. Non, mais des joueurs qui étaient pourtant aux antipodes de la manière dont j'ai joué. C'est-à-dire que j'ai adoré Stéphane Edberg, par exemple, qui faisait service volé. Enfin, alors peut-être qu'on est toujours admiratif de ce qu'on ne sait pas faire. D'accord. Mais d'une manière générale dans la vie, enfin, voilà, on admire un petit peu tous les gars qui finalement, ou toutes les personnes de manière plus globale, qui finalement ont des qualités un peu hors normes. Je sais pas, je suis admiratif de Nadal pour ses qualités mentales, physiques évidemment. Mais après, ouais, on parle de Kelly Slater. C'est extraordinaire de voir sa longévité, cette façon de se remettre en question tout le temps, à un moment donné d'aller chercher. Mais un peu, c'est dans tous les domaines. Quand on est numéro 1, moi je suis admiratif de ces gens qui finalement continuent d'essayer de progresser. Je trouve ça fou. Il n'y a pas de plafond en fait. Il l'explose, c'est-à-dire qu'il y a toujours de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités, toujours mieux à faire, et tout ça, et ils le mettent en place. C'est pas simplement le fruit du hasard, c'est pas dans un claquement de doigts, c'est pas en se levant le matin. Non, c'est le fruit d'un long travail. Le travail, bien sûr. Votre meilleur souvenir de carrière? Alors, moi, c'est les Jeux Olympiques à Sydney. Et de loin, alors après, j'ai eu plein de bons souvenirs. J'ai fait exactement médaille de bronze. En ayant battu Federer en battant Federer pour la petite finale, alors, qui était Federer qui commençait, qui était sur une pente ascendante, certes, mais qui était tout jeune et qui allait l'année suivante remporter son premier tournoi et derrière s'envoler pour arriver au 100 titres obtenus depuis. Mais autrement, c'est vraiment les Jeux Olympiques parce que je sais pas, il s'est passé quelque chose. J'ai joué pour le drapeau, je me suis senti comme en mission. J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir des ailes qui me poussaient dans le dos et de voler littéralement. Enfin, il s'est passé un truc. Ça ne s'est malheureusement pas reproduit les semaines suivantes. Jamais. Voilà. Donc j'ai l'impression que quelqu'un, c'était même pas moi. C'est très bizarre de raconter. C'est votre moment. Ouais. Et l'état de grâce, on parle d'état de grâce, c'est vraiment ça s'est produit à ce moment-là. Quels sont les joueurs qui vous font rêver actuellement? Voilà, on vit quand même une époque fantastique. Donc, évidemment, sacré niveau. C'est extraordinaire de voir, ces records qui sont battus presque chaque semaine, j'exagère, mais le Federer, de Nadal, de Djokovic, et de cette rivalité entre ces trois hommes. Alors, Murray un peu moins en ce moment, mais Murray qui venait de temps en temps quand même les bousculer, les perturber. Je trouve que ces trois joueurs sont absolument dingues à bien des égards. C'est-à-dire que tennistiquement, on peut détailler un peu chacun sa manière de jouer. Le plus élégant, le plus aérien avec Federer, la facilité, le talent à l'état pur. Un Nadal qui est plutôt un peu bulldozer, mais qui est sur terre battue quasiment invincible, imprenable, avec des qualités mentales hors normes. Et un Djokovic qui est un contreur de folie, alors peut-être moins spectaculaire que les autres, mais finalement son niveau intrinsèque quand il est en forme est peut-être meilleur que les deux autres. Donc finalement on se retrouve avec trois hommes qui dominent clairement, vraiment, et malgré ces nouvelles générations, c'est même plusieurs générations qui poussent. Alors il y en a une qui arrive peut-être là avec les Shapovalov, Auger Aliassime. Là c'est intéressant, ils vont commencer à les titiller un petit peu. J'attends de voir. Mais pour l'instant, jusqu'à présent, ça fait maintenant presque 20 ans qu'ils sont sur le circuit. Ils ont bloqué toutes les autres générations. Ils les ont bloqués. Raonic, Nishikori, Dimitrov, ils se sont tous cassés les dents. Des joueurs qui auraient été champions à une période. Je pense qu'ils auraient gagné des grands chelems. Mais là aujourd'hui, il n'y a pas de place. Alors, il y en a quelques-uns qui sont venus comme ça. Wawrinka, Del Potro en a gagné un, Silic. Mais autrement, c'est des miettes. Ce sont des miettes, exactement. Dernière question, on quitte le tennis. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que fait Arnaud Di Pasquale quand il n'est pas en train de commenter? Vous commentez donc pour Eurosport. Qu'est-ce que vos autres passions? Les passions. Les passions. Pas le travail, parce qu'il y a d'autres choses que je fais. Les hobbies, les passions. Alors, j'ai découvert une discipline qui est très proche du tennis, un mix entre le tennis et le squash. Je ne sais pas si vous allez trouver. Dans la rue, c'est pas du street. Ça se joue entre quatre murs, j'allais dire. En tout cas, ce sont des vitres.
Ah c'est bah le c'est le paddle. paddle, bah, bien sûr, le paddle. On a de grandes équipes ici, on a Didier Deschamps qui joue ici. Mais non, mais quand il veut, Didier. Hein, Bah voilà, on lui passe je le lui lance un message. défi, moi. Avec Arnaud Clément, on a formé C'est une ça. petite équipe, en toute humilité. Et depuis 1 an et demi, on est très assidus et on a pas mal progressé. Bah, Mais on c'est va un piège. passer, on Ouais, va passer c'est un piège. message à Didier Deschamps Ouais. s'il nous écoute, il faut les rencontrer. On est là jusqu'à dimanche, on est prêts. Hein. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Place à la météo pour ces prochains jours. Jeudi, une belle journée de printemps au programme. Les températures seront douces avec 18 degrés au plus chaud de la journée. Vendredi et samedi, ciel quelque peu voilé. Dégradation du temps à partir de dimanche. La pluie sera de retour dès lundi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Nous nous quittons sur l'image du jour. Elle est signée Manuel Vitali. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.